Alors aujourd'hui, c'est le quart d'heure de célébrité de Denis Boissier. Bonjour Denis. Bonjour. Alors je vais rapidement présenter Denis Boissier et nous passerons au vif du sujet. Alors Denis Boissier, vous êtes l'auteur de 5 romans et d'un gros dictionnaire des anecdotes littéraires. Vous avez aussi écrit plusieurs dramatiques et feuilletons radiophoniques pour France Culture. Oui. Alors depuis la parution de votre essai L'affaire Molière, c'était en 2004 aux éditions Jean-Cyril Godefroy, vous avez écrit une thèse de 1000 pages. Molière, bouffon du roi et prête-nom de Corneille, et pour l'instant aucun éditeur n'a encore osé la publier, donc avis aux amateurs et aux professionnels. Et vous avez été chargé en 2006 par l'association cornélienne de France de diriger le site officiel de l'affaire Corneille-Molière dont on va parler. Alors ce site regroupe des universitaires et des écrivains, les historiens Gérard Moret et Franck Ferrand, ainsi que des scientifiques, Cyril et Dominique Labbé, ainsi que l'homme de théâtre Jean-Laurent Cochet. Alors ce site reçoit chaque mois plus de 9000 visiteurs, donc c'est un vrai succès. Et alors moi je rajouterais que vous êtes également l'auteur d'un des chapitres de mon petit dictionnaire des débats interdits mais légaux, sur cette même affaire Corneille-Molière. Alors, première question, vous vous inscrivez dans une lignée d'écrivains, de poètes et d'hommes de théâtre, depuis Pierre Louis, donc en 1919, qui remettent en cause la paternité des œuvres de Molière. Ma première question, c'est pourquoi ? Il y a deux façons d'aborder le théâtre. Soit on l'aborde d'une façon universitaire, c'est la grande méthode française, c'est-à-dire qu'on apprend tout, mais vu de l'extérieur, on n'est pas sur le même auteur, on ne connaît pas les coulisses. Soit on aborde la littérature, évidemment, du côté vécu. Un auteur, c'est ça. Or, étant écrivain, étant poète, étant auteur dramatique, j'ai donc abordé le théâtre par la pratique théâtrale. Et naturellement, lorsqu'on connaît bien le théâtre, on arrive à se poser des questions sur Molière. Et ces questions-là, généralement, les universitaires ne se les posent pas. Il est admis que Molière est un grand auteur, comme il était admis, il fut un temps, que la Terre était plate. Mais lorsqu'on est marin, lorsqu'on est astronome, on commence à se poser des questions. On se dit, tiens, il y a des choses qui ne vont pas. Et lorsqu'on fait un récapitulatif de tous les contresens ou de toutes les obscurités que contient le dogme Molière, car c'est un dogme en France, on s'aperçoit qu'elles sont beaucoup plus importantes que ce qu'on laisse croire, et surtout ça amène à se poser la grande question, n'y a-t-il pas derrière le mythe et le dogme Molière une réalité du XVIIe siècle qu'on occulterait aujourd'hui parce qu'elle n'irait plus avec une certaine pédagogie scolaire et universitaire. Et lorsqu'on arrive à se poser cette question-là, évidemment, on arrive vite à trouver des réponses et on s'aperçoit que le Molière du XVIIe siècle n'a rien à voir avec le Molière que la Troisième République a mis en scène et que nous avons évidemment hérité. Et à partir de ce moment-là, quand on commence à comprendre qui est le vrai Molière, on est ébahi, c'est une véritable aventure qui se crée sous nos yeux, et en tant que romancier évidemment et homme de théâtre, on est passionné par ça, et on s'est dit mais qu'est-ce qui se casse derrière tout ça? Et c'est là où petit à petit se profile l'ombre de quelqu'un d'autre, immense, Corneille, Pierre Corneille. Donc en fait, vous défendez une thèse qui peut paraître très provocante, c'est que Molière ne serait pas l'auteur des œuvres qu'on lui attribue aujourd'hui. Oui, dit comme ça, effectivement, c'est une thèse provocante. Mais à nouveau, n'oubliez pas, le travail d'un vrai chercheur, d'un historien notamment, c'est de penser en termes d'époque, de se resituer, de se remettre dans un contexte qui n'est absolument pas le nôtre. Et vu sous cet angle, c'est de se poser la question, est-ce qu'un comédien, surtout un farceur, était à l'époque l'auteur de ces farces et de ces satires? La réponse est non. Jamais les comédiens n'ont été auteurs de leur farce ou de leur satire, surtout pas de pièces plus importantes. Bonne raison, c'est que, comme encore aujourd'hui, il y avait une certaine spécificité. Les comédiens étaient des comédiens, les auteurs étaient des auteurs. Les uns pouvaient tout faire et tout dire, les autres non. Et lorsqu'on était auteur, on n'avait pas d'autre, au XVIIe siècle, on n'avait pas d'autre moyen que de se servir de prête-nom de comédien pour pouvoir dire un message qui était nécessairement censuré par 3 pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir universitaire, la Sorbonne, les fameux bûchers, et le pouvoir religieux, le clergé. Et donc lorsqu'on était un auteur, on était obligé de se soumettre à un rituel, une coutume théâtrale obsédante, qui était de « vous n'existez pas en tant qu'auteur, mais le comédien, lui, va pouvoir parler à votre nom, il ne reste rien, il ne risque rien, puisque c'est un intouchable. Il a droit à tout dire, à condition qu'il reste dans sa catégorie, c'est-à-dire intouchable, le comédien. » Et Molière est cet homme-là. Alors, tout ce que vous dites a du sens, hein, mais je pense que nos auditeurs ont besoin de preuves, parce qu'au bout d'un moment, voilà, votre thèse est tellement énorme qu'il faut des preuves au moins aussi énormes. Alors ça, c'est le travail de l'historien. Dans ma thèse de 1000 pages, si j'ai écrit 1000 pages, c'est qu'il y avait donc des choses à dire. Alors ce que j'ai fait, c'est tout simple. J'ai divisé ma thèse en 2 parties.
La première, c'est une lecture de tous les textes d'époque, comment est perçu Molière. Alors, tous les textes d'époque, il n'y en a pas tant que ça, hein, c'est de l'ordre de quoi 600 pages à lire, véritablement. Surtout sur Molière, on ne parle pas de Molière. On parle du scandaleux Molière, on parle du comédien Molière, on parle de l'amuseur du roi, on ne parle jamais de l'auteur. Donc ça élimine énormément de traités. Il n'y a pas de traité sur Molière, il n'y a pas de traité sur les pièces de théâtre. Vous traitez sur l'auteur Molière. Oui, donc là, on va très vite. On ne parle jamais de l'auteur Molière, on parle de pièces, de satire, toujours des satires. Molière étant un comédien, on savait très bien que c'était des produits de spectacle, que c'était des pièces collégialement écrites. Donc on savait très bien qu'on n'était pas de la même catégorie que Racine ou Corneille, qui eux étaient des auteurs. On écrivait sur les auteurs et sur les pièces d'auteurs en tant qu'auteur pour ces hommes-là, Corneille ou Racine. Par contre, pour Molière, il y a une absence totale de texte. Il était toujours pris pour un farceur. On ne s'amuse pas à faire une thèse sur un farceur, comme aujourd'hui il ne viendrait pas l'idée de quelqu'un de faire une thèse peut-être sur Coluche, admettons, ou sur Louis de Funès. On pourrait dire que c'est un grand comédien, mais on va s'arrêter là, on ne va pas dire qu'il met la société en danger. Sauf que Molière avait ceci de particulier, c'est pour ça qu'il est passionnant à étudier, c'est qu'à la différence des autres farceurs, il avait un appui considérable et qui lui a donné cette stature que l'on croit être celle d'un auteur, mais qui n'est simplement qu'être le bouffon du roi. Car Molière remplit toutes les caractéristiques de ce qu'on a longtemps appelé le bouffon du roi, même si à l'époque de Molière ça commençait cette expression à cause de Louis XIV, qui était très, très grandiose, non, ça ne lui plaisait pas, donc cette expression disparaissait, mais la fonction, l'emploi, comme dit Molière à un certain moment, ou du moins celui qui tient la plume pour lui, l'emploi existait. Molière était celui qui permettait à la parole du roi d'accéder jusqu'au plus bas, au parterre, ce qu'on appelait le parterre, c'est-à-dire aux gens simples. Mais j'en reviens à ma question sur les preuves. Alors les preuves, c'est tout simplement les contemporains traitent Molière d'imposteur, c'est-à-dire de comédien qui se part des plumes des autres, qui tranche de l'auteur, un homme qui doit son bonheur qu'à l'appui du roi, qui ne serait rien d'autre que ce qu'il est, c'est-à-dire un farceur, mais qui bénéficie grâce à son emploi, de tout son statut et de toute la puissance du roi. Un homme qui, profitant de son statut, est capable de tout dire, et c'est là où il devient le danger. C'est que ce n'est pas Molière l'individu, dont on sait peu de choses, on ne sait même pas s'il a fait des études. Pour vous dire, on a connu évidemment. Fils de tapissier. Oui, voilà, fils de tapissier, c'est-à-dire fils donc de bourgeois, et les bourgeois ne faisaient pas d'études. Il avait un diplôme Non, on a voulu évidemment qu'il ait tout le diplôme du monde, on n'en a retrouvé aucun, alors que pour les autres auteurs, bien sûr, on les a retrouvés. Non, Molière était simplement un homme banal, qui n'a pas cherché à être autre chose qu'un bon comédien et un très bon directeur de troupe, mais grâce à cette force, ce formidable appui que lui a donné le roi, et grâce à la rencontre très tôt de Pierre Corneille, lorsqu'il avait 20 ans, avant même qu'il songeât à devenir quoi que ce soit d'autre que comédien. C'était en 1658. En 1643 la première fois, puis ils se sont vus plusieurs fois, et en 1658, le grand événement dans la vie de Molière, c'est qu'il va devenir véritablement comédien, porté par Corneille. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il commence sa carrière en étant que comédien, représentant du théâtre de Pierre Corneille. Pierre Corneille qui était en bas de pente à cette époque-là, c'était fini pour lui. Par exemple, on doit avoir tout un tas de correspondances. Aucune correspondance sur Molière. Molière était comme tous les comédiens, très certainement inculte. Il ne faut pas se leurrer, au XVIIe siècle, 95% des gens ne savaient pas écrire, ou s'ils arrivaient à écrire, c'était leur nom. Et de Molière, bon, on sait qu'il arrivait à écrire son nom, de façon difficile d'ailleurs, puisque toutes les 78 signatures que nous avons de lui sont très changeantes. On s'est même demandé parfois si c'était bien le même personnage. Mais pour apprendre tous ces textes, ne serait-ce que pour Il avait une très bonne mémoire, bien sûr. Oui. C'était un comédien né. Il faut savoir lire. Et oui, ça, il savait lire. Même écrire. Et oui, il a voulu être comédien, mais ça, nous ne parlons pas d'autre chose. Jean-Baptiste Poquelin, car c'est de lui qu'on parle, finalement beaucoup plus que de Molière, qui est un mythe pour nous. Jean-Baptiste Poquelin. Chercheur. Oui. Jean-Baptiste Molière n'existe pas. C'est un conglomérat de l'action extraordinairement puissante de Louis XIV, du pouvoir littéraire virulent de Pierre Corneille, plus d'une dizaine d'autres d'ailleurs collaborateurs, plus d'une équipe théâtrale collégiale qui est celle de ses compagnons et de lui-même, plus un amalgame de plagiat, puisque le théâtre de Molière est constitué d'un énorme amas de démarquages. On le sait, il y a un moliériste qui a écrit une thèse de 500 pages pour recenser tous les emprunts de Molière, pour vous dire qu'il y en a donc quelques-uns. Tout cela forme Molière. Mais Molière à l'époque, c'est une ligne. Le pauvre comédien est mort, il savait faire rire, il avait un grand bonheur d'être l'amuseur du roi, point final. Et il n'est pas de notre classe, il n'est pas un intellectuel, il n'est rien d'autre que ce qu'il a été magnifiquement, c'est-à-dire le bouffon
du roi. Mais tout ce que vous venez de nous dire, ça vous suffit pour pouvoir dire que Molière n'est pas l'auteur de ces... Alors, même pas d'une ou de quelques-unes ou... Écoutez, il n'a jamais rien écrit avant de rencontrer Corneille. Il a rencontré donc Corneille en 1658, enfin la dernière période de sa rencontre, dans le moment décisif où il va faire enclencher sa carrière parisienne. C'est pas une preuve. Non, mais il n'a jamais rien écrit avant. Et du jour au lendemain, il se met à écrire. Et ce qui est extraordinaire dans le cas de Molière, c'est qu'il écrit du Pierre Corneille. Or, Pierre Corneille était réputé avoir un style inimitable. Il avait passé toute sa vie, lui, à l'obtenir, ce style. Et brusquement, un jeune homme qui n'a comme avantage que de connaître Pierre Corneille se met à écrire de Pierre Corneille. Et quand on sait que Pierre Corneille est en fin de course, comme par hasard... Il a pu être influencé. Oui, tout le monde a pu être influencé. D'ailleurs, tout le monde a été influencé par Pierre Corneille. Et Racine, notamment. Et Racine a imité Corneille. Le problème, c'est qu'il a imité sur une, deux pièces, les deux premières d'ailleurs, assez mal, parce que le style de Corneille ne s'imite pas comme ça, sinon on le saurait. Et il a préféré devenir Racine, ce qui se comprend très bien. Alors que Molière, lui, toute sa carrière, alors qu'il n'a pas le temps d'écrire, alors qu'il ne sait sans doute pas écrire, puisque n'oubliez pas, aucune correspondance de lui. Même pas une correspondance publiée par des tiers, à une époque où la correspondance était un genre littéraire très à la mode. C'est un cas unique. Pas de petits mots, pas de lettres, pas d'annotations, pas de manuscrits, rien. Oui, mais on sait que sa bibliothèque a brûlé. Non, sa bibliothèque n'a pas brûlé. Au contraire, on l'a conservé, cette bibliothèque. Et ce qui est révélateur pour nous, c'est qu'alors qu'à l'époque, tous les bourgeois nantis, tous les écrivains avaient plusieurs milliers d'ouvrages, c'était la mode, la bibliophilie. Celle de Molière comportait 200 ouvrages, tellement bas de gamme en plus que ça coûtait 60 fois moins cher que sa vaisselle. En fait, il faut s'imaginer Jean-Baptiste Poquelin, fils de bourgeois devenu richissime grâce au roi et grâce à ses pièces qui marchaient énormément, elle-même marchait grâce à son statut de bouffon du roi. Tout le monde allait écouter la dernière pièce de M. Corneille, c'est-à-dire du bouffon du roi. Cet homme-là a vécu comme un bourgeois toute sa vie, à part que c'était un bourgeois comédien, que c'était un bourgeois farceur, donc avec beaucoup de frasques. On l'a accusé d'avoir couché avec sa propre fille, ce qui est sans doute vrai, beaucoup de moliéristes le croient. Il volait des textes, il achetait beaucoup de textes, on a des preuves qu'il achetait des textes, mais encore tout ça, ce n'est pas... Rien n'accuse Molière, d'ailleurs il n'y a pas à accuser, mais rien ne prouve quoi que ce soit, à part que lorsque vous recensez tous les faisceaux et que vous les voyez tous converger, qu'il y en a plus de 200 et quelques, dans une vie de 15 ans, on se dit c'est trop, puisque si on fait ça avec d'autres personnages, on arrive à 2-3 détails qui sont un peu ambigus ou dérangeants, mais ça s'arrête là. La carrière de Molière, dès le début, il est traité de plagiaire. Dès le début, les Précieuses Ridicules, on sait qu'il a découvert le texte chez les Corneille, comme par hasard. On pourrait vous répondre que c'était par jalousie, que d'autres... Parce que dès qu'on connaît le succès... Bien sûr, mais attendez, c'est vrai, on peut être jaloux de beaucoup, mais le seul homme qui a réussi à attiser la haine, c'est Molière. Jamais, du XVIIe siècle, jamais quelqu'un n'a attisé une telle haine. À sa mort, il y a eu tellement de petits pamphlets, d'épigrammes scélérates, qu'on a pu en publier, en faire un recueil, vous vous rendez pas compte. C'était vraiment... La fonction du bouffon du roi est terrible. Elle était tellement honnie que personne n'a jamais publié une dédicace à Molière de son vivant. S'il avait été le grand auteur que l'on veut croire aujourd'hui, plus par dévotion d'ailleurs que par preuve historique, on aurait dû trouver beaucoup de dédicaces. Corneille a eu des dédicaces, a reçu des hommages, c'est normal, tout le monde. Voilà, tout le monde. En fait, tout le monde sauf Molière. Et ce qui est passionnant dans ce cas de figure, c'est que cet homme-là, qui est censé être un grand écrivain, devrait avoir fait tout ce que les autres grands écrivains ont fait, et même mieux, puisque c'est le plus grand dit-on. Or, précisément, il ne fait rien de tout ça. Il ne laisse pas de manuscrit de sa main, il ne laisse pas la moindre trace qu'il ait écrit, on n'a aucune preuve qu'il ait fait des écoles. Les gens qu'il fréquente sont tous des alcooliques, des buveurs de taverne. Bon, on le sait, les farceurs vivaient dans leur monde, bon, et c'est très bien ainsi, pourquoi vous demander autre chose? Mais si vous voulez, il n'avait pas du tout la vie de Pierre Corneille, or il a les écrits de Pierre Corneille. Et vous me demandez une preuve, alors, la seule preuve véritable qu'il y ait, elle n'est pas historique, parce qu'il suffit de lire et on finit par comprendre, surtout après 1000 pages de thèse, croyez-moi, on en est convaincu. Tout simplement, c'est que la recherche scientifique en statistique, aidée par ordinateur, et dont Dominique et Cyril Labbé sont deux champions, ont montré que lorsqu'on demande aux ordinateurs de faire le rapprochement entre les textes, selon des critères très difficiles, il y a 5 critères. La linguistique, bon, le choix des mots, le sens des mots, la fréquence des mots, le couplage des mots et la longueur même des phrases. Alors, toutes montrent que Corneille est l'auteur des 16 pièces principales de Molière. Et donc on ne peut pas faire ça avec aucun autre auteur. Je dois rappeler aussi qu'il y a une polémique autour des méthodes scientifiques qui ont été employées. Non, il n'y a aucune polémique. Non, il y a une polémique en France, au Canada, en Suisse, en Italie.
Après, je renvoie évidemment... Où les auteurs sont internationalement connus, ouais. Tout passe bien, même en France d'ailleurs. La dernière communication de Dominique Labbé qui prouve que la longueur des phrases de Corneille est identique à celle de Molière, alors que ce n'est pas le cas avec les contre-exemples de Racine et d'autres auteurs, a été acceptée au congrès des spécialistes de la recherche intertextuelle. C'est admis. Ce qui n'est pas admis, c'est le résultat de la conclusion. Ouais. C'est-à-dire, on admet bien que tout ressemble à du Corneille, que c'est étonnamment corneillien, tout, etc. Mais on n'a pas envie d'admettre la conclusion logique que l'histoire montre, c'est que ces deux hommes se sont fréquentés tout le temps, ils se connaissaient très très bien, même jusqu'à ce que Corneille soit même amoureux de la comédienne principale de la troupe et même de la femme volage. Et ça, on ne veut pas l'admettre. Donc, c'est tout votre travail. Voilà, c'est notre travail d'historien et d'autres historiens avec moi, bien évidemment. On arrive au terme de ce quart d'heure de célébrité, donc je vais vous poser une dernière question et je vous demanderai d'être bref. Finalement, vous avez sorti votre premier livre sur le sujet, c'est en 2004, il y a 6 ans déjà. Oui. Et la thèse n'a pas émergé dans l'espace public, ou pas plus que ça en tout cas. Oui. Est-ce que des gens, des personnalités, des moliéristes même, ont reconnu cela en privé? Nous avons 3 moliéristes actuellement, oui, qui sont plus favorables à nos thèses, mais qui ne peuvent pas le dire pour des raisons universitaires. Car en fait, le vrai combat que nous menons, enfin moi en tant que chercheur et d'autres en tant que scientifique, ce n'est pas de dire la vérité, tout le monde la connaît, il n'y a aucun moliériste qui peut se leurrer. Il faut vraiment qu'il soit dévot, cela dit, se définissent comme dévot. Vous êtes d'accord que voilà, ils savent, mais c'est admis que Molière, c'est le parangon de l'esprit français, que l'on doit tout à Molière, c'est le héros de la France, donc on n'a pas envie de déboulonner cette statue, comme on ne veut pas déboulonner d'autres statues plus récentes, comme Alexandre Dumas aussi, qui présente beaucoup d'aspects honteux dans sa vie. Bon, il ne faut pas y toucher, dans la mesure où l'université dit non, présente un veto, force les hommes à préparer des thèses qui vont toujours dans le sens flatter l'animal, on ne va pas avancer, alors que dans les autres pays, c'est admis, il n'y a rien. C'est un conflit franco-français, c'est tout. Nous sommes en train de dire que la France mérite un peu mieux que ce que l'université lui propose. Parfait. Et en même temps, c'est tout notre honneur, puisque c'est très français, toutes ces querelles-là. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation, Denis Boissier. Et n'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Au revoir.